programme et ce pourquoi vous êtes là, l'heure et demie, 2 heures, avec l'intervention de Maud. Mon objectif, c'est cet après-midi de vous donner quelques pistes de compréhension de l'insertion professionnelle en santé publique. Vous verrez, à partir d'enquêtes, on va travailler justement sur un petit quiz. Et puis, finalement, vous donner quelques éléments méthodologiques pour être le plus efficace possible dans votre recherche de stage et d'emploi. Parce que dans un premier temps, ça va peut-être être la recherche de stage qui va arriver pour certains. Peut-être que c'est déjà trouvé pour la plupart, je ne sais pas. En tout cas, c'est la même démarche. Donc, c'est vraiment ces 2 points sur l'efficacité pour une recherche de stage et d'emploi. Et puis, bien sûr, que comme ça dure 2 heures, c'est juste vous initier et vous présenter à la fin des ressources pour vous permettre justement de continuer à être accompagné dans ces thématiques à l'Université de Bordeaux par donc, notre service. Donc, sur le terrain, la MAOIP s'appelle les espaces orientation carrière. Et donc, on fait différents types d'interventions, comme aujourd'hui auprès de vous, donc en amphi. On fait aussi des interventions dans des UE spécifiques de connaissance du monde professionnel, vraiment en TD, en différentes séances. Et on vous propose aussi des ateliers sur la base du volontariat en fonction de vos demandes. Donc je vous présenterai aussi ça à la fin. Et je vous dirai où nous trouver, puisque nous sommes presque voisins. On est juste au bâtiment administratif, juste à côté. Cet amphi, en effet, ne va pas être un cours magistral. C'est une nouveauté créée pour vous cet après-midi, donc j'espère que ça vous conviendra. D'ailleurs, je vous donnerai un petit questionnaire d'évaluation de satisfaction à la fin de la séance pour nous dire vraiment si justement il y a des choses à revoir ou si ça vous a satisfait. Voilà, je reprends donc oui, cette séance est enregistrée, donc vous pourrez aussi, je pense, la revoir ultérieurement. Et le diaporama que je vais passer, vous l'aurez aussi sur Moodle et on pourra vous l'envoyer, donc vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez aussi le support. Alors, voilà le programme. Donc on va commencer la thématique de l'insertion professionnelle et les stages des anciens diplômés de master santé publique. Et pour ça, je vais utiliser un quiz avec vous, donc utilisation de téléphone portable, tablette ou ordinateur qui fonctionneront. Donc on va le voir dès le début. Ensuite, on va voir que l'importance du réseau justement dans une recherche de stage et d'emploi, c'est très 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 important. Et je vous passerai une vidéo extraite de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Et je vous demanderai de faire des petits brainstorming entre vous et de me faire un retour. On parlera un petit peu des réseaux sociaux avec LinkedIn pour justement utiliser les plateformes de réseaux sociaux professionnels à distance pour se créer un réseau professionnel en direct. Ensuite, la question de si on se crée un réseau, l'objectif c'est qu'on se souvienne de moi. Parce qu'aller rencontrer des gens et après qu'on ne se souvienne pas de vous, du coup, c'est pas se faire un réseau. Et donc la question de la trace et la question de la carte de visite qu'on peut laisser après le rendez-vous. Donc on travaillera un petit peu là-dessus. Et finalement, la question de la trace, ça peut être aussi laisser son CV. Et comment je fais pour utiliser les bons mots-clés dans un CV pour qu'on arrive à associer la rencontre en réseau avec mon profil et mon parcours. Donc je vous ferai une petite démonstration à partir de fiches métiers, d'offres d'emploi et comment vous pouvez exploiter ces mots-clés pour mettre dans votre CV. Ce sera assez succinct et l'objectif c'est de vous donner envie aussi d'approfondir en atelier sur la base du volontariat. Et enfin, on terminera par des ressources à votre disposition dans votre université, dont le portefeuille d'expériences et de compétences. Donc c'est un outil qui peut vous permettre de prendre le temps
justement d'analyser vos expériences. C'est une plateforme et ceux qui y seront sensibles pourront l'utiliser. Il est à votre disposition sur votre ENT. Et puis une ressource documentaire à distance où des documentalistes de notre service ont fait certains choix pour vous, en fait, plutôt que vous tapiez sur Google, par exemple, santé publique, elles ont fait ce travail pour vous, et donc vous pouvez aller sur cette plateforme et vous avez des documents en lien avec vos recherches. Et donc on terminera l'intervention avec la participation donc, de Maud, qui parlera de la césure et donc d'un dispositif comme le stage, comme toute expérience qui doit se valoriser justement pour une meilleure insertion professionnelle. Voilà un petit peu le programme. N'hésitez pas à poser des questions. Si moi je veux que ce soit interactif avec vous, ben, l'intérêt c'est que ce soit dans les deux sens, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez. Ok ? Allez, on commence. Donc, un quiz sur l'insertion professionnelle et les stages. Donc, les sources que j'ai utilisées, c'est donc les sources de l'Observatoire de la formation et de la vie universitaire. Donc, c'est un observatoire au sein de votre université. Vous avez les liens ici. Et puis aussi, comme autre source, la DARES, la Direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques du ministère du Travail. Et donc, j'ai fait le choix d'extraire des données de la promotion des masters 2014. Alors pourquoi ? Parce que finalement, alors, il y a la promo 2015 qui avait été interrogée, mais interrogée que à 6 mois et pas à 30 mois. Donc comme ça nous permet d'avoir un suivi de cohorte 6 mois après la fin des études et 30 mois. Pour information, 30 mois, on interroge à 30 mois, donc ça fait à peu près 2 ans et demi après la fin des études des anciens étudiants. Et ça, c'est une demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça, c'est une obligation de l'université de répondre à ça. Et l'enquête à 6 mois, c'est au bon vouloir des universités, mais en tout cas, l'université de Bordeaux a fait ce choix-là. Vous voyez que la promo 2014, 121 diplômés, vous aurez 101 répondants qui ont répondu à 6 mois, ça fait à peu près un taux de réponse de 84%, et 90 à 30 mois, 74%. Donc c'est des bons taux de réponse qui permettent d'avoir des chiffres assez fiables. On fera un petit focus vraiment sur le stage, donc avec la promo de Master 2015, puisque cette enquête n'avait pas été faite en 2014. Et donc, une enquête sur la DARES qui est intitulée « Comment les employeurs recrutent-ils leurs salariés ?» et donc qui a été faite en octobre 2017 sur des recrutements en CDI, CDD de plus de 1 mois, réalisés entre septembre et novembre 2015 en France entière. Voilà, je vous ai tout dit pour les sources. Et maintenant, je vais vous demander donc, de sortir vos portables. Alors, de ne pas flasher ce code, mais je vous explique le principe et après, je vous mets sur la page. Donc, soit vous avez un système justement de flash code, donc vous mettez en route votre appareil photo ou votre application qui permet de flasher les codes, ou bien je vais vous demander d'aller sur une adresse mail que je vais vous montrer sur la diapo d'après. Une fois que vous allez faire ça, on va vous demander de vous connecter à une session et de mettre un pseudo. Donc mettez un pseudo n'importe lequel. Et après ça, vous allez atterrir sur votre téléphone ou ordinateur sur une télécommande avec trois types de réponses possibles. Okay. Alors, je me connecte sur la session. Voilà. Donc ça, c'est le flash code que vous pouvez flasher. Ou bien, je vous dis l'adresse. Donc c'est http://qdle.net/ et est-ce que vous voyez le chiffre 35 46 20 43?
Alors, vous êtes prêts? Concentration. Vous allez avoir 12 secondes par question et il va y avoir 8 questions. Donc, question sur l'insertion professionnelle, master en santé publique. À partir de l'Observatoire de la formation et de la vie universitaire et à la fin, les études de la DARES. Allez, c'est parti. 6 mois après la fin de leurs études, quel est le taux d'emploi des anciens étudiants? Alors, la majorité dit B. Vous verrez à la fin, vous pourrez même voir votre classement, savoir combien vous êtes sur les 101, etc. Donc, en tout cas, la majorité des bonnes réponses B. Donc, en effet, 70%, 6 mois après la fin des études. Alors, vous allez, j'espère, voir quelques éléments. Je vais essayer de bouger la souris pour attirer les informations sur celles que je trouve pertinentes. Donc là, ce tableau-là, vous voyez en effet 69,3%. Donc 10 personnes en recherche d'emploi, à peu près 10%, donc sur les 101 répondants. 17% en études. Alors avant d'aller sur ce tableau-là, je voulais attirer votre attention sur les différentes filières à l'Université de Bordeaux. Donc vous voyez droit, sciences politiques, économie, gestion, mathématiques, informatique, santé, sciences de l'éducation, sciences et technologies, sciences humaines et sociales. Donc vous, santé publique, vous faites partie de santé, il y a d'autres diplômes de santé avec vous. Donc vous voyez, 72%, donc vous êtes proche de la moyenne totale des santés. Et vous voyez que vous êtes le collège qui a le meilleur taux d'insertion par rapport aux autres qui sont à 52, 53, 59, 49, 54, 52. Donc déjà, voilà, bravo, soyez rassurés. C'est plutôt un bon taux d'insertion 6 mois après la fin des études. Un petit focus sur ces 17 en études. Vous voyez la répartition. Donc un étudiant refait sans doute son master 2, 5 en doctorat, 1 en DU, 1 en préparation au concours, 9 autres. Je n'ai pas été complètement vous faire un récapitulatif de tout. Et mon objectif aussi, c'est que vous alliez voir réellement les enquêtes. Donc là, je vous ai mis à chaque fois le lien sur Internet pour aller voir plus précisément les enquêtes. Okay, on va faire le principe, je ne vous l'ai pas dit, c'est que si jamais là vous viennent des questions, on ne va pas le faire au fur et à mesure, on va plutôt le faire à la fin. Donc retenez là si vous avez une question, et puis on fera un point juste après. Prêt? Attention, 12 secondes pour... 5 étudiants, on a vu en doctorat 6 mois après la fin de leurs études. Combien 30 mois après? 15, 5, 2. Ah, ça laisse perplexe. C'est rapide. Hein? Donc, vous dites entre 5 et 2, alors que la réponse est 15 pour cette promo-là. Alors, pourquoi? Donc, vous voyez, donc 15 étudiants en doctorat. On peut émettre l'hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, que justement, un doctorat, ça se prépare et que finalement, 6 mois après, il y en a 5 qui sont prêts à intégrer un doctorat. Il y a sans doute une volonté de pas mal d'étudiants, mais qui ne concrétisent pas l'année suivant le M2. Parce que trouver un doctorat, c'est pas forcément facile. Mais on voit bien que quelques années, 2 ans après, en revanche, sans doute que le projet est plus mature, et donc les personnes ont intégré. Donc le message, là, c'est juste, si l'hypothèse est bonne, que ceux qui veulent faire un doctorat, il y a sans doute une anticipation à faire de cette recherche de doctorat, que ça ne se fait pas comme ça et qu'on peut vous accompagner aussi dans ces choses-là pour valoriser votre projet. Donc voilà, en tout cas, ce résultat. Retenez toujours si vous avez des questions et on continue.
À 30 mois, quel est le type d'employeur majoritaire? Donc après un Master 2 de santé publique, l'entreprise privée, l'association, la fonction publique. En effet, la fonction publique, ce sera sans doute l'employeur majoritaire dans vos disciplines. Alors là, c'est les résultats en réel. Vous voyez que la fonction publique, pour cette promo, les professionnels sont pour 43% dans une fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. 25% ont intégré une entreprise privée et à peu près 24% sont dans un organisme à but non lucratif ou une association. On continue. Attention. À 30 mois, quel est le salaire net moyen en euros hors prime? 2800, 2400, 2000. Ne mettez pas ce que vous souhaitez. 2400. En effet. Alors, voilà les résultats pour cette promo. Donc à chaque fois, il y a le résultat médiane et moyenne. Donc la moyenne, 2382, la médiane, 2100. Et vous pouvez observer la différence entre les étudiants en formation initiale et en formation continue. Donc c'est ça aussi qu'il faut que vous voyez. Dans quelle partie je suis. Donc finalement 2400 c'est la moyenne totale, mais vous avez plutôt du 2200 pour les formations initiales et du 2700, un peu plus, pour les formations continues. Donc à retenir, finalement, restez pas sur ce 2400, mais sans doute sur un des deux chiffres. On continue, retenez toujours les questions. À 30 mois, où travaillent en majorité les anciens étudiants? À l'étranger, en Île-de-France, en Aquitaine. En Île-de-France? Non, en Aquitaine. Donc voilà la répartition sur une carte de France. Et plus précisément, en Gironde, 33%, donc auquel on ajoute Nouvelle-Aquitaine hors Gironde, parce qu'à l'époque, c'était pas passé en Nouvelle-Aquitaine, ou en tout cas, si, mais on fait un focus sur la Gironde. Les autres régions, donc 25%, l'Île-de-France, vous voyez 12%, et l'étranger, 13-14%. Je répète que, je ne l'ai peut-être pas assez insisté, c'est que on fait à chaque fois la référence à une promo. Donc c'est une photographie d'une année dans un contexte socio-économique. Après, il faudrait aller faire la comparaison et vous pourrez aller le faire sur différentes promos. Mais en tout cas, je répète, c'est sur cette promo-là. Voilà ce qui s'est passé. On continue. À 30 mois, combien d'anciens étudiants déclarent avoir obtenu leur premier emploi suite à un ou leur stage? 50%, 30%, 15%. C'est 30%. Eh oui. Donc, misez sur votre stage, mais pas que. Donc, on le verra justement à la suite de l'intervention. Donc les résultats détaillés, donc vous voyez 16 étudiants, 31% ont eu cette année-là leur premier emploi suite à leur stage, mais vous voyez que la réponse à une annonce donc, était aussi 35%, et le réseau cumulé à peu près 16%, pareil pour la candidature spontanée. On continue. En 2015, comment les étudiants ont obtenu en majorité leur stage? En faisant des candidatures spontanées, en ayant répondu à des offres grâce à leur réseau.
J'ai fait une erreur. J'ai mal la réponse bonne et C. Le PowerPoint est mauvais. Donc, grâce à leur réseau. Donc la question d'avant, c'est sur l'emploi. Là, c'est comment ils ont obtenu le stage. Donc vous voyez, si on cumule le réseau professionnel du diplôme et le réseau, les relations personnelles, on est à peu près à 49-50% des étudiants ont eu leur stage grâce au réseau. Vous voyez que la réponse à annonce est très faible pour trouver un stage. La candidature spontanée, voilà, est quand même assez importante. Et en dessous, j'ai juste mis les différentes structures d'accueil en stage parce que ça permet d'avoir aussi une explication du mode d'obtention de stage. On continue. En 2016, en France, quel est le canal de recrutement le plus efficace dans la part des recrutements aboutis? L'examen des candidatures spontanées, l'appel aux relations, la diffusion d'annonces. J'aurais dû mettre plus de secondes pour celle-ci. En effet, l'appel aux relations personnelles ou professionnelles. Donc ça, c'est... les autres sources, c'était de l'Observatoire de la formation de la vie universitaire de l'Université de Bordeaux. Là, c'est l'enquête de la DARES. Donc ça, c'est en France entière. Et alors, voilà la réponse. Et alors, j'ai une petite aide normalement qui va me permettre de vous expliquer ce tableau. Alors, si on prend la deuxième, donc l'appel aux relations personnelles ou professionnelles. Donc, vous voyez le chiffre de 53 en bleu foncé, le 27 donc en taux de recours, le 27 en part dans les recrutements aboutis et le rouge dans taux d'efficacité du canal. Donc les établissements qui ont mobilisé les candidats, qui ont mobilisé le réseau pour 57% de leur recrutement, ces candidatures ont permis de recruter dans 27% des cas pour un taux d'efficacité, soit la part des recrutements ayant abouti grâce au réseau à la part des recrutements pour lesquels ils ont été mobilisés, 52%. Donc ça veut dire que pour le taux d'efficacité, donc celle qui est en rouge, la part importante entre le taux de recours et le taux d'efficacité, c'est bien beaucoup grâce aux relations personnelles ou professionnelles. Vous voyez que l'examen des candidatures spontanées, finalement, sur 68%, 21 ont réussi à aboutir à la fin. Donc, sur cette notion-là, il y a ce qui existe en France, donc ce que les gens font, et sur l'efficacité, la notion d'efficacité. Donc, moi, je suis aussi venue vous donner le message que l'intérêt, c'est de multiplier les canaux, mais ce qui est important, vraiment, c'est de développer le réseau et que ce sera le plus efficace, sans doute. Mais évidemment, ne négligez pas les candidatures spontanées et les réponses à offre. Mais moyen le plus efficace. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez cliquer sur Stats si vous voulez sur votre téléphone. Et vous pouvez voir le nombre de questions répondues. Donc il y en a 8. Le nombre de réponses justes. Le nombre de réponses fausses. J'avais fait un copier-coller qui ne marche pas. Bon, le nombre de secondes pour répondre, c'est pas grave. Mais vous avez le classement sur... Vous étiez 101, je crois. Alors, on va faire une première chose. Est-ce que là,
30 secondes, 1 minute. Vous pouvez me dire, là, levez la main et vous pouvez me dire les principales idées que vous avez retenues. Vous avez le droit de parler du salaire. Oui. Oui. Dans un sens où les chiffres ils ne vont pas nous parler parce que finalement on vient de parcours qui sont différents. Ouais. Les chiffres, Oui. pour les promotions de la santé, madame. Ouais. Je vais vous en reparler. Donc, mademoiselle, je répète, dit que c'est des chiffres globaux de master de santé publique et pas spécifiques. Alors, en effet, le jeu, là, c'était pour que ça parle à tout le monde, mais c'était pour vous encourager à aller voir justement ces enquêtes qui vont jusqu'au bout, qui vont voir spécifiquement la promo de master 2 de Biostat, qu'est-ce qu'elle devient. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Là, j'ai fait un cumul de tous les répondants, mais vous pouvez aller voir les 10 de la promo de Master 2 qui correspond à votre filière et vous aurez les résultats vraiment bien spécifiques. Okay. Questions ou idées, retour sur idées? Si jamais il y a des choses qui vous ont questionné, heurté, c'est l'occasion d'y répondre. Non? Alors, je voulais justement ajouter une autre information, c'est que là, en allant sur le site, alors je vais quand même prendre le temps de vous montrer à quoi ça ressemble pour aller plus particulièrement consulter. Donc vous allez sur le site de l'Université de Bordeaux, à la rubrique formation, enquête et statistiques. Et donc vous avez ici l'insertion professionnelle, donc des licences, des Master 2, des docteurs. Donc pour ceux qui ont un projet de doctorat, allez voir aussi l'insertion professionnelle des docteurs au bout. Et donc, je vais voir Master 2. À chaque fois, se présente à vous une synthèse et un rapport, un tableau de bord, pardon. Une synthèse, c'est toutes les comparaisons de tous les masters à l'Université de Bordeaux. Donc pour vous, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est souvent intéressant pour les enseignants. Et en revanche, vous pouvez aller sur le tableau de bord. Et c'est là que vous pouvez aller jusqu'au parcours, fiche par parcours. Et donc vous sélectionnez l'intitulé, donc santé, santé publique. Et voilà, vous allez vraiment regarder ce qui correspond. Hop, là bien sûr, il y a le petit bouton qui est mal mis. Hop, appliquer. Et donc vous voyez sur les 24, vous avez vraiment le tableau correspondant à votre requête. Pareil sur l'étude des stages, c'est toujours le même système. Et je voulais vous montrer aussi qu'ici vous avez un répertoire des métiers, parce que vous avez un côté quantitatif, mais plus un côté aussi qualitatif, avec ce qu'ont déclaré les anciens étudiants, avec leur libellé de l'emploi, dans quel secteur ils travaillent. Et donc ça, c'est individu par individu, dans quel statut dans l'emploi ils étaient quand ils ont été interrogés à la date de l'enquête, le niveau dans l'emploi, la localisation, etc. Donc il peut y avoir une autre analyse à partir de ce répertoire des métiers. Okay. D'autres questions, remarques? Non? Alors on continue. Donc vous pouvez ranger vos téléphones portables et vos tablettes si vous le souhaitez. Alors, vous avez sans doute compris que le message, donc je vous l'ai déjà dit, que je voulais vous faire passer, c'est que la chose qui peut-être nous vient le plus difficilement, c'est justement le réseau. Comment je me construis un réseau à partir des gens que je connais, c'est simple. Construire un réseau à partir de moins ou de gens que je connais pas, c'est sans doute plus difficile, alors qu'on se rend compte que
c'est assez efficace. Donc, je vais vous montrer une vidéo donc, de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, qui est un organisme donc, en France qui s'occupe de l'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés dans leur parcours professionnel, qui aide aussi les entreprises pour optimiser leur recrutement. Et ils ont aussi un observatoire d'analyse. Et ils ont un site internet qui est très intéressant avec pas mal de ressources. Et donc j'ai extrait cette ressource que je vais vous montrer. Et je vais vous passer un extrait d'1 minute 40. Et juste après, je vais vous demander de discuter avec votre voisin pendant 1 minute sur ce que vous trouvez bien, moins bien dans cette vidéo. Et on en reparle ensemble. Ok ? Donc, être très attentif à ce qui se dit. Alors, on va essayer de mettre à fond, on va tester. Après l'obtention d'un Master 2 Management et Développement du Tourisme, Jacinta Lemaine a effectué un stage de 6 mois en tant que chargée de mission dans le domaine public. Elle cherche aujourd'hui à savoir si elle peut exercer cette même fonction dans le domaine privé. Pour en savoir plus, elle a choisi de contacter Madame Coura. Son objectif, obtenir un rendez-vous. Madame Coura est responsable de l'élaboration de stratégies de développement éditorial au sein d'un bureau d'études. Elle est ce qu'on appelle une personne ressource, c'est-à-dire une personne qui va permettre aux jeunes diplômés d'obtenir des informations, des conseils, des noms pour avancer dans sa recherche d'emploi. Mais Madame Coura, comme toutes les personnes ressources, est quelqu'un de très occupé. Le premier pas vers l'obtention de ces informations précises, la prise de rendez-vous, n'est pas si facile. La preuve en image. Alors bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Jacinta Lemaine à l'appareil. Je vous appelle parce que je suis jeune diplômée d'un Master 2 en Management et Développement Touristique. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'assistante chargée de mission dans le domaine du tourisme responsable et solidaire. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous auriez quelques minutes à m'accorder. Alors écoutez, je vous arrête tout de suite. En fait, on ne recrute pas en ce moment. Et puis, quand on est en process de recrutement, en fait, il faut passer soit par notre service RH, une candidature spontanée, ou mettre votre CV en ligne sur notre espace RH sur notre site web, vous répondre quand on passe une annonce. Mais c'est pas du tout moi qui gère ça en direct, donc je vais vous laisser plutôt faire ces démarches-là spécifiques. D'accord, très bien. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Donc, je vous permets de discuter avec votre voisin donc, sur ces différentes questions. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut l'améliorer. Allez-y, donc je vous laisse 1 minute pour échanger avec votre voisin. Allez, on s'arrête, on va faire un retour tous ensemble. Est-ce que un ou plusieurs personnes, donc qui parmi vous va un petit peu donner son avis sur ce qu'il pense de cet appel téléphonique? Alors, qui veut bien se lancer? À qui je donne le micro? Moi, j'ai trouvé qu'elle parlait un petit peu trop vite. Ouais. J'ai compris ce qu'elle disait, hein, mais si on n'est pas attentif Ouais. à son nom de famille, je ne l'ai pas compris. Oui. Et le nom de son Master 2, je l'ai pas. J'ai compris le début, mais pas la fin. D'accord. Donc, du coup, je trouve ça. Ok, ben je vais vous repasser la vidéo en deuxième temps, c'est prévu. Et ça vous permettra de réintégrer d'autres choses. Mais voilà, est-ce que certains ont vu certaines choses? Ouais. Alors moi je trouve que la personne elle a un peu subi la conversation parce qu'à la fin de l'appel elle n'avait pas plus d'informations qu'au départ. Elle n'avait pas le nom de la personne à contacter, elle n'avait pas de mail, puis elle n'a pas vraiment dit par quoi elle était vraiment intéressée, qui elle devait contacter. Donc je pense que personne ne la rappellera et puis si elle recommence, ça sera toujours la même finalité.
Est-ce que tu as compris dans son discours ce qui a pu provoquer ça chez le recruteur? Ou est-ce que quelqu'un a repéré ça? Oui. En fait, pour moi, le problème, c'est qu'elle a annoncé tout de suite le fait qu'elle était en recherche d'emploi, donc son interlocutrice, elle s'est tout de suite refermée en disant que c'était pas la procédure pour chercher un emploi, alors que normalement, on vient chercher des conseils et des conseils métiers. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est juste ça, mais c'est tout ça la clé. Et souvent, c'est des erreurs qu'on peut faire dans ces appels téléphoniques. C'est finalement son objectif au départ, en tout cas la voix de l'APEC nous disait bien qu'elle voulait obtenir un rendez-vous pour connaître un petit peu des choses sur la structure, etc. Et là, elle s'est présentée en tant que chercheur d'emploi. Qu'est-ce que ça peut provoquer, ça, chez le recruteur? Le fait de dire que vous êtes en recherche d'emploi. Hop, j'entends pas, quelqu'un peut... Dites-le un peu plus fort, j'essaierai de le redire. Ouais. Mais oui. De penser donc que la personne cherche un emploi dans cette structure, alors que c'était pas l'objet. Ce sera peut-être une conséquence de ce rendez-vous. Mais en tant que demande, c'est en tout cas pas l'objectif sur lequel normalement Jacinta devait demander son rendez-vous. Je vais vous repasser la vidéo et donc vous allez être plus attentif à ce qui s'est passé. Jacinta Lemaine a effectué un stage de 6 mois en tant que chargée de mission dans le domaine public. Elle cherche aujourd'hui à savoir si elle peut exercer cette même fonction dans le domaine privé. Pour en savoir plus, elle a choisi de contacter Madame Coura. Son objectif, obtenir un rendez-vous. Madame Coura est responsable de l'élaboration de stratégies de développement éditorial au sein d'un bureau d'études. Elle est ce qu'on appelle une personne ressource, c'est-à-dire une personne qui va permettre aux jeunes diplômés d'obtenir des informations, des conseils, des noms pour avancer dans sa recherche d'emploi. Mais Madame Coura, comme toutes les personnes ressources, est quelqu'un de très occupé. Le premier pas vers l'obtention de ces informations précises, la prise de rendez-vous, n'est pas si facile. La preuve en image. Alors bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Jacinta Lemaine à l'appareil. Je vous appelle parce que je suis jeune diplômée d'un Master 2 en Management et Développement Touristique. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'assistante chargée de mission dans le domaine du tourisme responsable et solidaire. Voilà, j'aimerais savoir si vous auriez quelques minutes à m'accorder. Alors écoutez, je vous arrête tout de suite. En fait, on ne recrute pas en ce moment. Et puis, quand on est en process de recrutement, en fait, il faut passer soit par notre service RH ou une candidature spontanée, ou mettre votre CV en ligne sur notre espace RH sur notre site web, ou répondre quand on passe une annonce. Mais c'est pas du tout moi qui gère ça en direct, donc je vais vous laisser plutôt faire ces démarches-là spécifiques. D'accord, très bien. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Allô, Madame Coura. Alors, deuxième partie, je vous repasse un autre essai de Jacinta. Et pareil, vous allez parler ensuite de ce que vous en pensez. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jacinta Lemaine à l'appareil. Je me présente brièvement. Je suis jeune diplômée d'un master en management et développement touristique. J'ai une expérience de 6 mois dans la fonction publique d'État, ce dont le prolongement de ma formation. Et je cherche à savoir si je peux transposer cette expérience, le savoir-faire acquis, en tant qu'assistante chargée de mission, mais cette fois dans le privé, et plus précisément au sein d'un cabinet d'ingénierie touristique. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Écoutez, je suis un petit peu pressée, mais allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup. Alors j'ai choisi de vous appeler car vous êtes experte dans l'élaboration de stratégies de développement territorial au sein du cabinet NextDev.
Par conséquent, vous connaissez parfaitement les compétences requises pour exercer ce métier. Vous pourrez certainement me confirmer si ma formation et mes compétences concordent avec ce type de poste. Serait-il possible de fixer un rendez-vous dans les prochaines semaines? Alors écoutez, la semaine prochaine est assez chargée, mais en revanche, on doit pouvoir trouver un créneau la semaine suivante. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrangerait lundi, 14h Alors, lundi, c'est un petit peu compliqué. Je vous propose mardi matin à 8h30. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est noté. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Vous savez toute l'importance qu'il y a à connaître le dossier de personnes de sexe. Vous avez envie de décrocher. Je vous laisse rediscuter 1 minute sur ce que vous avez trouvé bien, moins bien dans cette vidéo. Par 2, par 3, et on en rediscute. Allez, pareil, on fait un retour en groupe. Alors, qui veut s'exprimer sur cette 2e vidéo? Donc, point positif, point amélioré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Ouais. Si jamais tu veux. Au départ, elle s'est mise en valeur, elle s'est présentée, puis plus le statut de chercheuse d'emploi, mais j'ai fait ça, j'ai l'expérience et je peux. Est-ce que du coup je peux transposer ça au privé, mais sans. Ouais. Est-ce que tu peux le répéter juste dans le micro pour que tout le monde entende? À peu près. Non, je disais, dès le départ, elle s'est mise en valeur, elle a parlé de son expérience et elle ne s'est pas positionnée en tant que chercheuse d'emploi. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'elle a demandé si elle pouvait occuper son temps après et plus avant. Enfin, elle s'est vraiment imposée en fait dans l'appel. Qu'est-ce qu'elle a fait comme demande finalement? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Savoir si elle pouvait transposer son expérience dans le public au niveau du privé et plus, je voudrais, plus chercher un emploi, plus... Ouais. Et c'est l'ordre de quoi comme type de renseignement, ce qu'elle demande? Du conseil, des informations. D'autres choses, d'autres personnes veulent commenter? Merci. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus rythmé et amenait beaucoup plus... c'est elle qui menait l'entretien, enfin, entre guillemets. Oui. Et surtout, elle a proposé une date précise pour prendre un rendez-vous. Elle n'a pas été est-ce qu'on peut vous se rencontrer dans 15 jours ou 3 semaines? Non, elle a proposé une date précise avec un horaire précis qui obligeait la personne à réfléchir si elle était disponible ou pas et de trouver un autre créneau. Et je trouvais que c'était pas mal. À regarder dans son agenda. Ouais. Ok, très bien, merci. D'autres points de vue et... Oui. C'est juste ça marche vraiment d'appeler comme ça des inconnus et qui nous mettent... Non, mais parce que je pensais pas du tout que ça pouvait fonctionner en fait, d'appeler quelqu'un dans une structure comme ça et de dire est-ce que vous pouvez me mettre en relation pour un stage ou un emploi? Alors, j'aimerais et j'espère que sur les 100 personnes, une personne pourrait témoigner de ça. Est-ce que quelqu'un a testé ça? D'aller prendre... Ah ouais, alors on revient... Pour mon stage de lettres, j'ai contacté une femme que je connaissais pas. Oui. Et, elle m'a répondu, elle m'a rappelé. Oui. Au final, elle pouvait rien pour moi, mais là pour le coup, je l'ai contactée quand même dans une optique de stage, donc, mais elle pouvait rien pour moi. Tu lui avais dit dès le début? Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai quand même dû dire que je cherchais mon stage, mais c'est vrai que je l'amène jamais en disant prenez-moi. Ouais. Je leur dis je demande déjà à pouvoir les contacter. Oui. Donc après souvent c'est un mail, après je les ai au téléphone et elle a transmis mon CV dans sa boîte parce qu'elle ne pouvait pas personnellement, et puis il y a quelqu'un dans la boîte qui s'est dit tiens. D'accord. Donc ça c'est utiliser le réseau de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais je dirais que c'est pas complètement le fait d'aller... Tu n'as pas rencontré cette personne. Non, tu n'as pas rencontré cette personne. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une personne et la conséquence a été ensuite... On va aller de l'autre côté.
Merci Valérie. Oui, mais moi du coup c'était pas par téléphone, j'avais envoyé un mail. Oui, ça peut aussi se faire, on va le voir. Je ne connaissais pas du tout. Que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé la personne sur internet. J'ai envoyé un mail, il m'a envoyé un mail. Du coup après je suis repassée par le secrétariat qui m'a donné rendez-vous avec la personne. Je suis partie voir la personne, du coup j'ai eu l'entretien, etc. Je parlais de mon projet. Et cette personne m'a mis en relation avec ses propres, avec ses connaissances à lui du coup. Et via tout ça, j'ai abouti à un stage. Est-ce que tu te souviens, dans le corps du mail ou dans le sujet du mail, c'était quoi ta demande? Je lui ai dit que je cherchais un stage dans l'environnement, etc. Et que je lui ai vraiment dit exactement ce que je cherchais, ce que je voulais, etc. Et j'étais honnête, voilà, et que voilà. D'accord. Donc à la suite de ça, elle t'a rencontré, c'est pas elle qui a pu te prendre en stage, mais parce que quelqu'un d'autre. Il m'a dit que c'était pas vraiment ce que lui faisait. Du coup, mais il connaissait des gens qui pouvaient du coup voilà, il m'a mis en contact avec ces gens-là et ça aboutit. Ok. Donc là, une rencontre en effet qui a pu être positive par ricochet. Après, ça n'empêche que là, encore une fois, tu as fait la demande de stage direct. Alors que là, la méthode, c'est... Vous ne dites pas forcément que vous cherchez un stage ou un emploi, mais demandez juste des informations. Est-ce que donc d'autres personnes ont vraiment utilisé cette technique? Oui, alors on continue, on monte. Pour l'instant, je n'ai pas encore de rencontre, mais là, en ce moment, nous sommes en recherche de stage et j'ai contacté directement une directrice d'une clinique que je ne connaissais pas et en fait, je me suis présentée pour avoir d'abord des informations sur aujourd'hui le poste qu'elle occupe, voilà, son parcours à elle. Et en suivant, on doit se rencontrer justement et pour après, peut-être, je vais essayer d'aboutir du coup sur une demande de stage. Mais oui, la démarche à la base, je ne me suis pas présentée comme tout de suite demander un stage en fait. Tout à fait. On va voir le témoignage, merci. Là, il y a quelqu'un d'autre qui voulait témoigner, le monsieur en bleu. Et puis, on fera un petit point après. Bonjour donc. Bonjour. Moi, la démarche que j'ai faite, c'est que j'ai déménagé, en fait, j'ai traversé la France et effectivement... Dans mon métier qui était l'éducation spécialisée, ça fonctionne beaucoup par réseau et effectivement, ma difficulté c'était de connaître les établissements qui fonctionnaient dans le département et plus largement la région. Effectivement, j'ai contacté quelqu'un qui a pris du temps pour me recevoir dans plus d'une heure à l'époque, avec comme objectif effectivement de tout simplement prendre des renseignements, prendre des informations sur le réseau, ce qui existait, l'existant sur place, et puis ça a fonctionné puisqu'en fait c'était un ancien Disped et donc je suis aujourd'hui. Très bien, ok, merci. Un autre témoignage qui viendrait là encore? Alors je vous confirme que c'est réellement une méthode efficace et excusez-moi et que en effet vous pouvez voilà, certains, les premiers témoignages nous ont dit il y a quand même alors c'était plutôt des témoignages autour du stage, donc peut-être que la personne a se dit bon allez je prends un étudiant, un stagiaire, je vais peut-être avoir moins j'arrive pas à trouver mon mot, d'implication, de contrainte à prendre cette personne-là parce que voilà, je peux ne pas avoir aussi de suite à lui donner. C'est, je pense, plus simple avec un stagiaire. Mais quand vous êtes dans une démarche d'emploi, il se peut qu'en effet, on vous ferme la porte tout de suite parce qu'il n'y a pas de recrutement, on ne veut peut-être pas perdre de temps, etc., etc. Mais on vous ouvrira certainement la porte. Alors je ne vous dis pas que c'est du garanti 100%, hein, c'est peut-être que du 50, hein, que du 30, mais ça va être la multiplication de l'essai des contacts qui va faire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir la porte
Et puis, peut-être cette personne-là, voilà, c'est la notion de réseau, hein, c'est de rentrer quelque part pour pouvoir ensuite étaler, comme on a eu les expériences d'autres personnes. Ça n'a pas été la personne forcément qui a pu permettre l'emploi ou le stage, mais bien l'entourage et le réseau en toile. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique, parce que ça fait plusieurs années que, en tout cas, pour vous parler de... Moi, j'en parle beaucoup aux étudiants, et ils me retournent le fait que oui, ça a fonctionné. Et qu'à partir du moment où on vous ouvre la porte, eh bien, déjà, vous ne perdez pas votre temps, parce que votre première demande, c'est bien des choses sur votre projet professionnel, se renseigner sur la structure, le métier. Donc ça, c'est toujours enrichissant, vous ne perdrez jamais de temps. Et en plus, si dans un avenir proche ou lointain, finalement, j'ai aussi des témoignages d'étudiants, par exemple de licence 2, alors je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y a des étudiants qui ont fait des interviews de professionnels dans les premières années de licence. Il y en a certains qui ont fait ça? Ouais. Eh bien, moi j'ai des témoignages d'étudiants qui avaient fait ça et qui, en fin de master, finalement, la personne qu'ils avaient rencontrée quelques années après les a pris en stage. Donc il y a toujours cet investissement dans un avenir proche ou lointain. Ça demande en revanche du temps. Du temps de savoir qui vous allez contacter, de repérer ces personnes-là, de prendre du temps de rendez-vous, de recherche, etc. Mais par rapport à l'efficacité d'être peut-être derrière son ordinateur à répondre à des offres ou à envoyer des candidatures spontanées, ça peut valoir le coup. En tout cas, je vous encourage à tester et peut-être à continuer à nous faire des retours pour voir si c'est bien vrai que ça marche, ou nous dire non, mais arrêtez de conseiller ça parce que ça marche pas du tout, ça aussi. Donc je vous repasse juste la conclusion de la vidéo. Voilà, donc si vous voulez retenir les mots-clés donc sont le PPCP, la méthode donc de l'APEC. C'est eux qui ont donc présentation personnelle. Pourquoi je vous contacte? Pour prendre un rendez-vous, et c'est bien ça votre objectif, prendre un rendez-vous. Pourquoi je vous ai choisi vous? Pour mieux connaître votre structure, votre métier, et pas forcément moi, mon intérêt, ça va être tout de suite d'annoncer parce que je veux un emploi ou un stage. Ce sera peut-être une conséquence, mais ne l'annoncez pas forcément tout de suite comme ça. Donc ce que je vais vous demander, un rendez-vous, et pourquoi faire? Eh bien, ça peut s'appeler un entretien réseau. Voilà, on appelle ça un entretien réseau. Et moi, je vous conseille de demander peu de temps, 20 minutes. La conséquence, et monsieur en a parlé, j'y suis restée 1 heure, voire plus. Une fois qu'on vous ouvre, les gens, c'est un dialogue, hein, c'est un entretien. Et du coup, si vous êtes intéressant, voilà, si la personne n'est pas intéressée et que c'est pas préparé aussi, alors on va en reparler après de préparer ça. Peut-être qu'au bout de 20 minutes, ok, merci, au revoir monsieur. Mais sinon, vous allez pouvoir échanger peut-être pendant 1 heure. Mais demandez pas trop de temps quand même aux gens. C'est eux qui vous accorderont du temps s'ils le veulent. Voilà la technique du PPCP. Témoignage, on l'a fait au fur et à mesure. Vous aurez sur ce diaporama des exemples de questions pour interviewer un professionnel. Donc évidemment que le jour J, il faut que vous prépariez cet entretien comme un entretien de recrutement, même si ce sera sans doute la conséquence, mais avec d'autres caractères de questions. Donc des informations générales sur la structure, le secteur d'activité, l'intitulé du métier. Pouvez-vous me décrire votre métier? Donc toutes les informations sur les missions, les activités, les évolutions du métier, les méthodes, les techniques, les avantages, inconvénients du métier, les compétences les plus importantes pour que justement vous analysiez et que vous vous disiez ah oui, si mon objectif c'est de faire ce métier, si elle me dit que ces compétences
et que je les ai pas encore, du coup j'ai peut-être le temps, là en 2 ans, et puis en plus si jamais vous voulez faire un doctorat, etc., de combler par votre formation ou des formations complémentaires. Quelles sont les conditions d'exercice d'environnement professionnel, donc le statut professionnel, savoir des choses sur les horaires, les déplacements, la disponibilité, le travail en équipe, les liens avec les services, les possibilités de formation, les opportunités d'évolution. À titre indicatif, si vous aviez à recruter un jeune diplômé, quel serait sur le type de poste? Voilà, vous pouvez insidieusement commencer à poser ce type de questions. Puis là, c'est très scolaire. À vous de justement vous inspirer, pourquoi pas de ça, mais de vous faire votre propre questionnement. Et des choses par rapport à l'accès au métier, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Des choses sur le parcours de formation, les formations qui permettent d'accéder à ce métier. Est-ce que la personne, elle est de la même origine de formation, comme monsieur qui disait que c'était quelqu'un de l'ISPED, ça peut être aussi quelqu'un d'ailleurs, et ça peut toujours être intéressant aussi de savoir comment la personne a exploité cette formation-là. Existe-t-il des structures, dans votre structure, des métiers proches? Et enfin, quelle autre personne pouvez-vous me conseiller de rencontrer? Hop, à la fin, voilà. Je mets des billets avec vous, mais peut-être je peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu ce sur quoi vous pouvez interroger. Et puis il y a plein d'autres choses possibles. Alors, on a vu que là, c'était en termes de mode de contact, donc le téléphone. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser justement ces réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo. Alors, petit sondage, qui est sur LinkedIn? Donc, je dirais que ça fait à peu près 60% de l'effectif, là, presque 60-75%. Sur Viadeo? Ouais, Viadeo, ça marche pas. Je dirais 5-10%. Viadeo, c'est la plateforme plutôt française. LinkedIn, c'est plutôt la plateforme internationale. Et en effet, il y a beaucoup plus de gens sur LinkedIn. Donc je pourrais vous conseiller en effet de rester sur LinkedIn. Est-ce que quelqu'un peut me témoigner de est-ce qu'il a réussi à contacter des gens ou il a essayé de contacter des gens grâce à LinkedIn? Oui. Est-ce qu'on peut lui donner le micro juste pour... Alors, un petit témoignage de la mise en contact par un réseau social professionnel. Alors, est-ce que tu peux nous dire? Non, en fait, du coup, je suis en Master Mums oui. Et je cherche à faire mon stage au Québec ou oui. à Montréal. Oui. Et en fait, du coup, j'ai pris contact avec Karen Leffondré, qui, elle, m'a donné un contact en fait via LinkedIn. Et je sais pas comment LinkedIn. Et donc, j'ai contacté donc, la personne via LinkedIn et donc, elle m'a donné une réponse. Bon, après... moi, je recherche des contacts francophones et elle, malheureusement, n'avait que des contacts anglophones. Mais du coup, elle m'a répondu et voilà, et donc je l'ai contactée via ce réseau. Voilà. Très bien, merci. D'autres personnes qui ont utilisé LinkedIn avec ce contact? Oui, monsieur plus bas. Moi, je suis en Master 2, en Master C10 pour cette année, et je cherchais une alternance pour faire un Master en alternance. Oui. Du coup, il y avait un cluster sur Internet qui a été fourni par les responsables, mais il n'y avait pas les emails des responsables des entreprises. Du coup, j'ai juste copié les noms des responsables et j'ai cherché sur LinkedIn. Et je suis tombé sur le responsable d'une entreprise Orient Health et qui m'ont recruté. Donc ça a marché. Et tu les as contactés par quel moyen? La plateforme LinkedIn? Par le mail? Oui, oui c'est ça. Mais l'inconvénient sur LinkedIn, c'est qu'il y en a qui faut être abonné pour envoyer des mails. Mais il y en a qui n'ont pas, donc ça a marché pour certains. Ok, très bien. Mais j'ai eu plusieurs réponses par plusieurs responsables. Très bien. Donc, merci. Donc on voit bien que la mise en contact par ce moyen est possible.
Donc n'hésitez pas du coup à utiliser, vous n'arriverez pas forcément à trouver un emploi ou un stage, voilà, comme ça, au travers de propositions, mais c'est vraiment l'objectif de se mettre en lien. Donc, on a dit que trouver des noms, les contacter par téléphone, trouver des noms contactés par la plateforme, ou bien trouver des noms par d'autres moyens et contacter par mail. Donc ça, c'est bien le mode de contact. D'accord ? Le mail, finalement, vous pouvez très bien écrire, grâce au PPCP, là, le même contenu de mail très synthétique pour demander un rendez-vous. Il y a par oral et par écrit. Tester, ça peut aussi très bien fonctionner. Alors après, peut-être qu'il faudra faire une relance, parce que les gens ont tellement de mails, mais vous pouvez commencer par ça et faire une relance téléphonique ensuite. Et ensuite, le jour J, la réalisation de l'entretien réseau, on va dire que si c'est dans un périmètre géographique proche, vous pouvez privilégier de le faire en direct sur le lieu de travail de la personne. Mais on a des témoignages par les réseaux sociaux professionnels, ça va être difficile. Donc, n'hésitez pas à faire des entretiens Skype et utiliser justement cette technologie à distance pour justement faire ces entretiens de la même façon, ou bien de faire des entretiens téléphoniques directement. Ça peut être... Il y a plusieurs degrés de renseignement, et puis après, c'est comment vous êtes plus à l'aise avec ces outils-là. Un retour justement de Viadeo, même si pas beaucoup d'étudiants l'utilisent, mais une enquête qui a été faite en septembre 2015 auprès de 1135 répondants. Que permet un réseau social professionnel aux jeunes diplômés? Et vous voyez bien que les gens répondent vraiment construire un réseau, trouver un emploi. Voilà. Et la réalité, je ne vous ai pas mis les chiffres de la réalité, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. S'informer sur une entreprise, rester en contact avec ses connaissances, se mettre en contact avec des salariés, et puis faire de la veille. Donc trouver un emploi, faire de la veille, c'est autre chose, mais sinon vous voyez bien que c'est vraiment autour de la notion du réseau que vous pouvez exploiter ces réseaux sociaux professionnels. Qui a des questions sur cette partie réseau? Non? Alors on continue. Vous avez eu donc votre rendez-vous avec quelqu'un, et bien pour qu'il ne vous oublie pas, c'est souvent intéressant de laisser des traces papier. Alors peut-être qu'on va mettre à la poubelle, hein, ça je ne cache pas que c'est possible, mais on peut aussi les garder dans son agenda, etc., etc. Alors, sondage, qui a une carte de visite ? Carte visite d'étudiants en formation, actuellement, futurs diplômés. Ah, très bien. Je vais vous donner des devoirs, alors, à faire ce week-end. Alors, sachez que une carte de visite, ce sera très bien perçu par, justement, le recruteur, la personne, le professionnel que vous allez rencontrer, parce que vous allez le rencontrer d'égal à égal. Vous verrez que certainement, lui, il en a une à vous donner. Et du coup, s'il en a une à vous donner et que vous n'en avez pas à donner, c'est vrai que c'est dommage. Donc, je vous conseille vraiment de fabriquer cette carte de visite. Alors, vous aurez sur le diaporama des sites pour créer vos cartes de visite. Il y en a pas mal, elles sont presque gratuites en petits lots, ou en tout cas vous pouvez en faire sur internet. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'y mettre votre QR code avec votre profil LinkedIn justement, ou CV en ligne, parce que là vous donnez les renseignements pour qu'on se souvienne de vous et qu'on aille voir un petit peu plus de choses sur vous dans un deuxième temps. Donc, le QR code sur des cartes de visite, vous pouvez vraiment l'utiliser. Et pour faire quelques points sur ce qu'on met sur une carte de visite réussie,
Donc, ce qu'on veut savoir, c'est votre identité, donc votre nom, votre prénom, votre intitulé de fonction. Alors là, qu'est-ce que vous allez mettre là pour vous présenter? Est-ce que certains ont des idées? J'entends futur, étudiant. Bon, vous pouvez complètement vous faire une carte en disant que voilà, vous êtes actuellement en effet étudiant et valoriser votre nom de formation pour la mettre en valeur. Il n'y a aucun souci. Pour le moment, vous n'avez pas forcément de titre de fonction. Donc vous pouvez plutôt vous arrêter à ce que vous êtes et pas forcément ce que vous avez prétendre. En tout cas, votre numéro de téléphone, c'est ça qu'on veut pour vous recontacter, votre mail, voilà, et puis pourquoi pas le QR code ou bien une adresse internet pour aller voir plus de choses. Vous voyez sur les exemples de droite qu'il y a aussi des modèles avec compétences, expérience, formation, langue. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le CV. Donc c'est évidemment juste pour attirer sur des mots-clés pour pouvoir en savoir plus peut-être après avec votre CV complet. Mais vous pouvez déjà mettre quelques éléments sur cette carte de visite. Après, l'enjeu, c'est que justement ces mots-clés, qu'est-ce que je choisis de mettre en valeur qui va rester? Il va rester sur le bureau du professionnel, là, ou qui va être rangé. Comment je m'identifie au travers des mots-clés? Alors, justement, on va faire un lien sur le CV et le choix de mots-clés. Et est-ce que certains d'entre vous, encore petit sondage, vous avez déjà été voir les fiches qui décrivent des métiers en lien avec vos formations? Alors, qui a déjà été voir une dizaine, quinzaine, un petit peu? Bon, ok. Alors, je vais vous montrer, on va aller voir donc les fiches métiers. Alors, vous avez sans doute peut-être des fiches spécifiques avec des domaines, peut-être des sites internet que je ne connais pas. Moi, je vais vous donner les sites généralistes, mais où on trouve les métiers en lien quand même avec votre formation de santé publique. Donc, le site de Pôle emploi, vous aurez directement le lien. Là, je vais vous montrer l'annuaire métier qui correspond donc au métier cadre. Donc, c'est bien le statut que vous aurez en sortant avec un master. Je vais vous montrer, par exemple, en gestion, finance, administration, il me semble, le directeur d'établissement médico-social. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez une définition, donc le directeur d'un établissement social médico-social. Donc là, vous allez voir la partie, là, le prochain quart d'heure. Je me suis inspirée de plutôt cette intitulé et cette fonction. Il fallait faire un choix, donc ça va correspondre à une partie de votre promo, mais c'est pour vous expliquer la méthode. Après, voilà, il fallait forcément que je fasse un choix. Donc, la définition, responsable des activités du fonctionnement de sa structure, les activités doivent répondre aux besoins de la personne, etc., etc. Donc, la définition, les autres intitulés, et vous voyez, en termes d'activité principale, donc la mise en œuvre du projet d'établissement, élaborer le projet d'établissement dans le cadre de la politique générale définie par l'organisme, mettre en œuvre des décisions stratégiques, veiller à la conformité des actions de l'établissement, organiser des conditions d'accompagnement des personnes, veiller à la qualité des prestations de l'établissement, au respect des droits, la sécurité, mettre en œuvre, respecter des mesures d'hygiène, etc. Je vais passer les autres. Donc des grandes catégories d'activités, la gestion et l'animation des ressources humaines, la gestion économique et financière et logistique, et la représentation et la promotion. Alors, est-ce que je peux juste vous demander ceux qui pourraient avoir cette fonction-là dans toute la promo d'aujourd'hui, qui correspondent à cette formation-là?
Un petit peu au fond, ok. Il n'y en a pas beaucoup, une dizaine, ok. Est-ce que juste là, ce que vous avez lu, est-ce que ça peut correspondre au métier que vous imaginez faire? Je vois un peu de hochement de tête. Bon, il faudra me dire si jamais c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça vous permet déjà d'avoir du vocabulaire professionnel qui normalement correspond à une description théorique. Et après, évidemment, qu'il y a la pratique qui fait que certains vont avoir plus ce rôle-là, etc. Vous avez des choses sur la variabilité des activités, la rémunération, donc rémunération là théorique. Vous allez aussi avoir des infos à corréler avec les enquêtes. Et là, des choses autour du vocabulaire de compétences. Compétences, aptitudes. Les diplômes requis. Et vous voyez bien que là, quand même, on voit bien que c'est écrit CAFDES ou un Master 2 du type Management des organisations sanitaires et sociales. Ou formation de directeur d'établissement délivrée par le HESP, etc. Donc là, ça vous permet en plus de voir à chaque fois avec qui vous êtes en concurrence, comment je valorise mon diplôme parce que je ne suis pas que la seule recherchée, etc., etc. La durée de l'expérience, les postes précédents qui recrutent, et vous avez quelquefois des témoignages et des vidéos. Donc voilà, ce sont des fiches intéressantes. Alors, je reviens sur la démonstration que je vais vous faire. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que les mots-clés de votre carte de visite ou les mots-clés que vous allez utiliser dans votre CV, vous pouvez les sortir de votre tête, il n'y a aucun souci, si vous êtes très au clair là-dessus. Et vous avez des outils pour vous aider à ça, donc profitez-en. Le recruteur de l'autre côté, moi si je vous montre ça, c'est que le recruteur, lui, il se sert de ces ressources-là pour justement fabriquer des offres d'emploi ou de stage, et donc pour corréler les mots-clés entre votre CV et les offres ou candidatures spontanées. Sachez que dans le recrutement aujourd'hui, il y a encore des gens qui réellement regardent vos CV, mais il y a aussi des machines qui étudient des mots-clés. Désolée de vous décevoir. Donc, l'important, c'est d'être clair et qu'il y ait quelque chose dans tout un système de logiciels qui reconnaissent des domaines. Donc, après, là, je fais un peu de la provoque. Hein. Évidemment que quand même, la majorité, c'est des gens, c'est des vrais gens qui vont lire vos CV. Mais c'est pour vous faire prendre conscience d'écrire des mots-clés. Donc, on va utiliser les fiches métiers et aussi les offres d'emploi de stage où, je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà été voir sur une plateforme d'offres d'emploi de taper le futur nom du métier qu'il ferait? Qui a fait déjà ça? Combien? Sur Pôle emploi, APEC, donc pareil, une dizaine. C'est un exercice intéressant parce que déjà, vous pouvez vous dire, si je mets France entière, combien il y a de postes en ce moment? Ça vous permet de comprendre peut-être quelle mobilité géographique il va falloir que vous fassiez. Et ensuite, si vous rentrez dans les offres d'emploi, d'utiliser donc les mots-clés. Alors, on y va, je vous montre ça. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est vraiment la méthode que je vais vous montrer. Le pôle activité mise en œuvre du projet d'établissement sera en jaune. Le pôle gestion animation des ressources humaines sera en bleu. Le pôle gestion économique et financière et logistique sera en rouge. Et le pôle des activités représentation et promotion sera donc en vert. On va essayer de repérer si, alors vous n'allez pas voir grand-chose, encore une fois je vais vous dire des choses et j'espère que ça pourra quand même parler. Donc là, en tout cas, vous pouvez voir que j'ai extrait, je crois il y a 15 jours, 2 offres d'emploi, un directeur d'EHPAD à gauche en Seine-Saint-Denis, un CDI,
et un directeur d'établissement à la Mutuelle nationale du bien-être vieillir à Lunel-Vielle, dans le 34, en CDI aussi. Donc, vous voyez en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai remis les couleurs. Mise en œuvre du projet d'établissement, gestion, animation des RH, etc., avec les couleurs dont je vous ai parlé avant. Eh bien, on retrouve vraiment du vocabulaire commun sur les différentes catégories d'activités et de compétences de la fiche métier. Alors, je m'excuse auparavant, j'ai fait ça en tant que non spécialiste. Donc, il se peut que j'ai fait des erreurs, mais c'est encore une fois le principe. Donc, la mise en œuvre du projet d'établissement autour de l'accompagnement des résidents et le maintien dans leur environnement, la définition, la conduite du projet d'établissement, l'accueil, la prise en charge des personnes âgées. Il me semble que ça peut être en lien avec la mise en œuvre du projet d'établissement. Donc là, c'est comment justement utiliser et mettre en correspondance la fiche métier avec la réalité de l'offre d'emploi. Prochaine étape d'après, c'est comment je corresponds ces mots-clés dans le CV. 3 étapes. Donc gestion, animation des RH. Le recruteur a écrit ça comme ça, lui, l'encadrement et la coordination d'une équipe pluridisciplinaire en promulguant une forte cohésion et un bon climat social autour de la gestion et l'animation des RH. C'est ce qu'il a utilisé, lui, comme type de mots-clés. De l'autre côté, le management et la gestion des ressources humaines. La coordination avec les institutions, les intervenants extérieurs. Le management d'équipe. En rouge, la gestion opérationnelle, financière, administrative de l'établissement des reportings à la direction générale. De l'autre côté, la gestion budgétaire, financière et comptable. Administrer et optimiser la gestion de l'établissement. Et puis en vert, correspondant à la représentation et la promotion, c'est écrit le développement commercial de l'établissement, communication externe, visite d'établissement, relations avec les décideurs locaux, optimisation du taux d'occupation. Donc vous voyez bien que, en tout cas, entre une fiche théorique de métier, un recruteur, comment il écrit son annonce, on voit bien que ça correspond bien. Et que si vous allez étudier ces différentes ressources et que vous créez un CV avec des mots-clés qui vont correspondre avec ces différents champs, alors après, vous allez me dire, oui, bah, c'est facile, donc du coup, je mets des mots-clés et je vais être recrutée. Évidemment que c'est si vous les avez réellement, si vous les avez expérimentés dans vos expériences de stage, d'emploi, etc. C'était presque évident, mais je le reprécise. Donc, 3e étape, je vous ai mis ici le CV d'une de vos anciennes collègues qu'on a accompagnée dans le service, j'ai anonymé, en 2014, et qui a été chargée de mission qualité à la DAPEI, stagiaire de direction dans un EHPAD. Vous voyez, elle a fait le choix de classer ses expériences par grande catégorie. Le médical, le médico-social, le sanitaire. L'aspect communication au milieu, avec des expériences d'assistante relations presse et d'animatrice d'émissions de radio musicale. Et des expériences en vente et services, avec des emplois saisonniers. J'en profite pour vous dire qu'en tant qu'étudiant, souvent ce sont des CV thématiques qui sont très intéressants pour vous, parce que justement vous avez des grands champs de compétences, parce que pour faire payer vos études, vous avez fait différents boulots dans différents secteurs, mais que ça peut évidemment intéresser un recruteur, parce que vous avez développé des compétences spécifiques qui peuvent l'intéresser et des qualités qui vont l'intéresser. Donc vous pouvez focaliser en mettant des grands secteurs d'activité. D'autres où, voilà, d'une année sur l'autre, vous ne faites pas la même expérience. Et plutôt que de faire forcément du antichronologique, du plus récent au moins récent, vous pouvez faire comme ça des CV thématiques. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous pouvons vous accompagner sur l'établissement de ces CV en atelier. Alors,
la démonstration ensuite. Donc, je vous remets les grands pavés. La mise en œuvre du projet d'établissement. Eh bien, la personne, elle a décidé dans ses compétences de mettre quelque chose sur la démarche qualité, l'évaluation des pratiques professionnelles, audit, auto-évaluation. Elle a choisi ces mots-clés qui correspondent à la thématique. Là, vous voyez que c'est très, très, très développé dans ce que je vous ai montré avec vraiment un verbe d'action, etc. À vous de voir de comment vous pouvez exploiter, en fonction aussi de votre parcours, de la place qui reste. Enfin, voilà, c'est toute une question de choix, les CV. Et en tout cas, une partie sur la mise en œuvre du projet d'établissement. Dans les compétences, dans les expériences, à l'intérieur de l'expérience, elle a décrit ses actions, gestion de projet, l'animation de groupes de travail, des réunions d'information, l'observation de la pratique dans les établissements, les réalisations d'audits et d'analyse de processus. Donc ça pour ce point-là. En gestion, animation des ressources humaines, donc le recruteur va pouvoir aller, ça va lui parler quand il va lire la gestion quotidienne des ressources humaines, les contrats, les pairs, remplacements, les arrêts de travail, voilà, le fichage obligatoire. Et aussi dans compétences, management, animation de groupe de travail par exemple. La partie gestion économique et financière, elle a décidé de mettre vraiment un pôle dans ses compétences, gestion financière et comptable, comptabilité analytique, ressources humaines. Et la partie représentation et promotion, et là c'est intéressant, eh bien finalement, elle n'avait pas acquis forcément lors de ses expériences en lien avec sa formation à l'ISPED, mais en 2010, avant, dans sa formation antérieure. Mais le recruteur, il va voir ça, il va vous voir comme un parcours global et pas que sur les dernières expériences. Et c'est bien ça la valorisation des expériences dans un CV. C'est que le recruteur va piocher partout. Alors peut-être qu'il va faire un travail de chronologie et va se dire oui, si ça fait 6 ans, est-ce que... Mais ça, c'est justement en entretien de recrutement qu'on vérifie des choses. Mais là, on voit bien qu'il y a une partie de ce qui est demandé qui a pu être mis en valeur dans une expérience autre que celle en lien avec la formation de l'ISPED. Je vous laisse un petit peu regarder. Est-ce que ça fait beaucoup de gérer tout ça? J'essaie aussi de respecter le timing. Quelles sont vos questions autour du principe que je viens de vous expliquer? Ça vous a assommé, je vous comprends. C'était oui, c'est évidemment, c'est juste une méthode. Formate un peu tous les CV et c'est dur de faire la différence du coup si tout le monde a oui. Alors, je répète, donc votre collègue dit on a l'impression que peut-être les CV peuvent être tous formatés parce que justement si on utilise cette méthode, qu'est-ce qui va faire qu'un recruteur va distinguer différents parcours, etc. etc. Là, on voit bien que c'est justement extraire des mots-clés, mais c'est pas faire du copier-coller. C'est se dire, moi, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aux yeux de la façon de comment je vois mon métier et comment je le mets en valeur et quel choix je fais de mise en valeur. Là, je vous ai juste expliqué le principe et les ressources que vous avez pour pas être tout seul à réfléchir à vos compétences acquises. Voilà, c'est pas toujours évident ça de verbaliser ça. Et c'est juste un outil de ça. Après, heureusement, et que je vous dis pas que ça, par exemple, c'est un modèle à prendre. Non. Là, je vous ai parlé du CV par thématique, mais c'est juste une proposition et faites évidemment comme vous voulez. Il existe plein de modèles de CV, des façons de faire. Donc voilà, ce sera évidemment, et le jour où les CV sont tous formatés, oui, on passera à une autre façon de recruter. Mais je pense qu'on n'en est pas du tout là. Et là, c'est juste se dire comment je peux être le plus pertinent possible pour que le recruteur
remarque des mots qui sont en lien avec lui, son vécu. Voilà, c'est l'exercice. Une autre question avant de passer à la fin et laisser la parole à Maud. En tout cas, je vous en reparlerai, mais si ça vous titille, si vous vous dites oui, du coup je trouve ça hyper compliqué, évidemment que c'est une démarche pas facile et qu'on est là aussi pour vous accompagner là-dedans. Vous aurez un autre CV, j'ai choisi une autre étudiante, là niveau Master 1, qui avait fait un Master 1 santé publique, plutôt santé internationale. Et j'ai choisi, alors ça ne va pas correspondre au niveau de la période, mais une annonce d'il y a 15 jours aussi. Et vous pourrez faire l'exercice, si vous le souhaitez, de votre côté de correspondance. Alors, justement, les ressources à votre disposition. Faire un joli CV. Donc ça, si justement, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, si vous trouvez votre super et que tout est impeccable, allez-y, montrez-le et envoyez-le. Si vous vous dites, ouais, je sens qu'il y a une marge de progression, donc je viens de parler du contenu et on sait bien que dans un recrutement, la forme du CV est très importante. Donc, 3 liens déjà là pour aller faire des jolis CV, donc vous pourrez aller regarder ça. En quelques mots, donc une autre ressource à votre disposition, j'en ai parlé, donc que vous pouvez trouver sur votre ENT directement à la rubrique formation, portefeuille d'expériences et de compétences. Sachez que c'est un outil qui est utilisé dans à peu près un petit peu moins de la moitié des universités en France. Et finalement, on s'est dit les étudiants ont quand même des parcours très riches, et pourquoi on ne leur offrirait pas le moyen de se poser, de faire finalement un bilan de compétences déjà à votre niveau, avant même d'arriver à des années d'expérience professionnelle où en effet vous pourrez prendre le temps à un moment donné peut-être de changer d'emploi, etc. Mais en tout cas, dès maintenant, vous avez des choses à valoriser, et cet exercice du CV, finalement, il faudrait logiquement aller très loin dans l'analyse de l'expérience pour justement extraire ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc là, vous avez une diapo correspondant à une partie de ce portefeuille d'expérience et de compétences, et sur la partie, donc 3 parties, une partie bilan, projet et j'agis, je communique, donc des fiches qui finalement sont des auto-questionnements qui peuvent vous permettre dans l'expérience de formation de se dire, eh bien moi je me pose, je me dis, je suis en Master 2, l'année dernière j'ai fait un Master 1, qu'est-ce que je retiens des UE en fait que j'ai eu? Si jamais j'ai un recruteur qui me dit, qu'est-ce que vous avez fait en Master 1? Vous pouvez me dire un petit peu? Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Là c'est l'occasion d'aller y mettre et de se souvenir en fait. C'est vraiment une plateforme de souvenirs, de mémoire, que vous pouvez utiliser maintenant et même après la fin de vos études. Donc là aussi, si vous avez des questions, on pourra vous aider par rapport à ça. Autre ressource, je vous en ai parlé, la doc des espaces orientation carrière. Les documentalistes donc, de notre service mettent à votre disposition des ouvrages, des sites internet en lien avec vos thématiques ou à des thématiques différentes sur l'insertion professionnelle. Et là, vous voyez, je suis allée sur la plateforme que vous pourrez trouver donc là en cliquant sur la doc. Je ne vous montre pas le lien, mais j'ai noté santé publique. Et vous voyez 1347 titres trouvés pour la recherche santé publique, avec différentes choses. Donc là où vous avez des petites maps monde, c'est des sites internet, là, ministère de la Santé, métier de la santé, de la jeunesse et des sports. Là, vous avez des hyperliens qui vous permettent de renvoyer sur des documents numériques, ou bien sinon, ce sont des ouvrages à votre disposition que vous pouvez venir consulter pendant nos horaires d'ouverture. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez un peu de temps, à les utiliser de cette manière. Et aussi, il y a un lien avec la BU, et quelquefois, vous pouvez les voir également à la BU et les emprunter.
là, les Net Vibes, on a fait aussi le choix de... donc là, vous êtes en santé publique. Vous allez pouvoir travailler dans différents domaines. Dans la santé, mais tout à l'heure, on a vu dans la PEC, c'était dans la gestion, financement. Le classement dans le monde professionnel n'est pas le même que le classement des formations. Et donc, on a essayé dans ce site qui compile des sites web par secteur d'activité, de là encore vous mener vers le chemin en vous disant mais si moi je veux aller vers le service à la personne, je vais sur l'onglet service à la personne et j'aurai des sites d'offres d'emploi, de stages et des ressources d'entreprises, etc. Donc là, je n'ai pas forcément le temps de vous montrer, mais si vous êtes curieux, allez-y et vous aurez des infos. Je crois, dernière chose. Ça va aller, Maud, si tu as un quart d'heure. Le répertoire des stages des anciens étudiants. Est-ce que certains, vous avez la connaissance de... Qui a la connaissance de cet outil-là? Le répertoire de stage des anciens étudiants de l'université. Pas beaucoup. Alors, les étudiants qui sont passés avant vous, comme vous d'ailleurs, vous faites des conventions de stage. Ces conventions de stage, elles sont enregistrées dans des bases de données à l'université de Bordeaux et nous vous les mettons à disposition, alors des extraits et en consultation. Alors pour le moment, on va vous les mettre en consultation, il va falloir venir dans nos services, mais bientôt vous aurez l'accès sur votre ENT. Mais dans un avenir proche, il faut venir dans nos horaires d'ouverture de l'espace orientation carrière. Donc, je vous montre ici, vous avez 687 lieux de stage M1, M2 en 4 ans, alors avec des répétitions, parce que si ça correspond, une ligne égale encore à un étudiant, d'accord? Mais vous pouvez sélectionner soit M1, M2 santé publique, mais vous pouvez aussi prendre que les M2 d'épidémioclinique depuis 4 ans, par exemple, et vous aurez des informations sur le sujet de stage réalisé par l'ancien étudiant, les fonctions et les tâches, le nom de l'établissement, savoir si la personne a été gratifiée, voilà, quelques autres éléments, le site web. Donc ça, c'est une super ressource pour construire son réseau, pour envoyer des candidatures spontanées, etc. etc. Donc vraiment, venez, si vous le souhaitez, faire une extraction que vous voulez de la base de données en fonction de vos intérêts. Un petit, si vous voulez une lecture de chevet, prévision 2016-2018 des recrutements en France, je vous ai mis le lien. C'est une enquête APEC qui est assez lourde, mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains, donc on l'a mis en lien. Et donc je termine, je vous ai présenté, et ça c'est pour synthétiser, les ressources à votre disposition à l'Université de Bordeaux, un lien pour la gratification des stages. Je ne sais pas si vous êtes au clair sur à partir de combien de temps on peut faire un stage, combien on est payé en fonction de est-ce que je le fais à temps plein, au prorata, si je fais à temps partiel. Bref, le lien service public, vous saurez tout. Et donc pour terminer, on va vous distribuer des petits flyers de notre service, puisque on a, j'espère, initié des choses autour de la recherche de stage et d'emploi, mais on ne va pas vous laisser comme ça. Donc si vous le souhaitez, on peut continuer à vous accompagner sur la base du volontariat. Donc là, il y a des ateliers sur la lettre de motivation dans la recherche de stage-emploi. Si vous êtes dans la candidature spontanée, à un moment donné, il va falloir expliquer pourquoi vous voulez faire un stage ou pourquoi vous voulez travailler. Donc ça encore, c'est un complément de toutes ces démarches réseau. Le CV français, outil de valorisation des expériences, on travaille vraiment sur vos CV que vous apportez, vous voulez annoter entre vous, enfin voilà, il y a vraiment un travail de groupe là-dessus. On fait des rencontres pro et étudiants comme vous allez avoir tout à l'heure. Et puis, si toutes les ressources documentaires que je vous ai montrées, vous avez dit « Oh là là là, je ne sais pas trop comment les utiliser », mes collègues documentalistes font aussi des ateliers pour vous expliquer comment utiliser les ressources. On est ouvert le mardi toute la journée, jeudi toute la journée et mercredi après-midi.
Voilà, vous pouvez venir nous rencontrer. Donc je vais vous distribuer les petits flyers et je vais laisser la parole à Maude. Juste pendant qu'elle vient, comme je vous avais dit, juste après sa présentation, je vais vous distribuer des petits questionnaires d'évaluation de la séance pour vraiment que vous nous disiez, c'est une première, si ça a correspondu à des attentes que vous aviez ou pas, mais en tout cas si ça a pu être intéressant pour vous, et pour vous montrer là ici que nous sommes à l'espace orientation carrière, donc juste à côté dans le bâtiment administratif. Dernière chose, nous avons une page Facebook, et si vous abonnez à Espace Orientation Carrière, vous pouvez suivre toutes nos actualités. Voilà, merci.